L'une des épreuves les plus douloureuses et difficiles qu'une femme puisse traverser, c'est de perdre son enfant lors de la grossesse ou quelque temps après son accouchement. Et malheureusement, 15 à 25% des grossesses se termineraient par des fausses couches. C'est donc un phénomène qui est très récurrent, très commun, mais qu'on a tendance à banaliser. Alors que ces pertes peuvent marquer durablement la femme, le couple et même l'ensemble de la famille. Alors, deuil périnatal et fausse couche, on en parle aujourd'hui dans ce numéro des Femmes d'ici. Asseyez-vous très bien, ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Un plaisir d'être encore en votre compagnie pour ce rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour filles. Hello les filles, ça va? Bien. Ça va très Ça va? Moi, petite forme aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Ouais, moi aussi. Yako, ça va aller. Mais on avance petit à petit. C'est toujours le moins dur à matin. J'ai même un peu sommeil et tout ça. Oh là là. Ouais. Mais c'est aussi comme ça à la mi-journée. C'est ça. Un petit coup de... Ouais, exactement. Au moment où tu sens que tu dois manger, mais que tu ne peux pas manger, ça, en fait. Le sommeil prend sa place. Quoi qu'il en soit, les filles, aujourd'hui, on parle d'un sujet assez grave. Pour le coup, si Aurélie était là, elle aurait dit un sujet sensible. C'est effectivement un sujet sensible. Et bon, sur trêve de plaisanterie, c'est aussi très triste. Hein. On parle donc du deuil périnatal et des fausses couches en général que beaucoup de femmes, comme tu l'as dit en introduction, vivent au moins une fois. Alors, effectivement, moi, j'ai jamais vécu cette expérience-là, mais je connais énormément de personnes, que ce soit dans mon entourage proche ou plus lointain, qui ont vécu un cas de figure qui s'apparente au deuil périnatal ou à la fausse couche, tout simplement. Alors, on connaît certaines causes, mais je sais que c'est toujours un petit peu mystérieux pour beaucoup de personnes. C'est quoi pour vous les causes de ces incidences-là? Je préfère pas me prononcer dessus parce que j'ai jamais vécu ça, donc je ne sais pas. Je sais que c'est quelque chose qui est assez commun parce que beaucoup de femmes passent par là. Mais comme on a la chance d'avoir un spécialiste sur le plateau tout à l'heure, il va nous en dire plus. Mais... Ouais, j'avoue. Alors moi, j'ai vécu une fausse couche et j'avoue que c'était très difficile, mais peut-être que, bon, je ne dirais pas de chance, il n'y a pas de chance dans ce genre de situation, mais quand même, c'était en tout début de grossesse, c'est-à-dire au 2e mois. Donc, c'était moins douloureux, peut-être que quand quelqu'un a déjà peut-être fait de nombreux mois de grossesse ou bien même accouché et tout ça. Donc, moi, concernant les causes, le gynécologue m'a juste dit que c'était un décollement du placenta ou bien le placenta était décollé. Donc, j'avais des saignements au début. Il a essayé de rattraper avec des médicaments qu'il m'a donnés pour que le placenta se remette. Mais non, ça n'a pas été. C'est parti. Donc, c'est vraiment douloureux. J'avoue que j'ai passé tout un temps. Je me dis, mais est-ce que j'allais avoir des enfants après? Oui, tu te poses des questions, ça fait mal. Et puis, tu te dis, mais mon organisme a quoi? C'était la première fois. Okay. Ouais. Et donc, les femmes, là, elles disent, non, ton ventre est trop chaud. Il faut prendre un médicament pour refroidir ça. Tu vois, il y a tellement de choses. On te dit tellement de choses. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est tout ce qu'il y a comme croyance autour, est-ce que les gens disent. Exactement, tu ne sais même pas finalement c'est quoi le problème et ça ne t'aide pas pour peut-être les trucs futurs. Ou alors on te dit, il faut vite faire grossesse en même temps, comme ça au moins... ça, on entend ça souvent aussi. Mais on ne pense pas à toi, la fille qui vient de vivre ça, à ce que tu vis, à ce que tu ressens, parce que même quand dès que tu vois même que le test est positif, là. Mais il y a déjà un espoir. Tu attends un enfant. Et tu t'es déjà même peut-être projeté mentalement, même si on te dit de ne pas te projeter, tu le fais quand même, j'imagine, c'est naturel. Donc, bon, justement, comme tu as évoqué les idées reçues, beaucoup d'imprécisions autour de la question des fausses couches et du deuil. Justement, on va voir si vous avez des idées claires sur la question des causes des fausses couches. On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. Nous consommons beaucoup de produits chimiques et puis il y a des femmes qui ignorent les infections. Si tu traînes une infection sur une grossesse, ça peut te faire une fausse couche. Les fausses couches pourraient être expliquées par peut-être la santé même de la mère. S'il y a peut-être des complications ou il y a des antécédents au niveau de sa santé, ça pourrait expliquer des fausses couches. À cela peut s'ajouter peut-être les émotions. Peut-être si au cours de la grossesse, la mère est confrontée à une émotion très forte. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas scientifique, mais je suppose que cela peut engendrer
des fausses couches? Je pense bien que les fausses couches, d'abord, d'une manière de vue générale, les fausses couches, c'est au niveau des produits chimiques. Parce qu'à cause de la forte croissance du taux de la population qui a augmenté, les engrais ont pris de plus en plus de l'ampleur. Donc, ce qui a favorisé les produits comme les légumes et fruits que les femmes enceintes aujourd'hui mangent. Parfois, elles en abusent tellement que ça favorise la fausse couche. Franchement, notre dernière interlocutrice, elle est tellement sûre d'elle. Elle la même qui aurait dû être gynécologue. Parce que, en fait, elle parle avec tellement de conviction que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? À l'industrie agroalimentaire. Et puis elle utilise des français quoi, qui favorisent le développement. Mais en fait, non, ma chérie, tu ne dis rien du tout. C'est ça le truc. Et on a la chance d'avoir au moins un expert ici qui va nous dire. Parce que si l'émission s'arrêtait au micro-trottoir, on n'allait plus manger fruits et légumes dans ce pays-là. Bon, alors je vais maintenant accueillir nos invités. On aura aujourd'hui le gynécologue, un médecin que je vais appeler maintenant Issa Karama. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Il sera accompagné de Valencia Dago Nguessan, qui est event planner, mais qui a eu une expérience de deuil périnatal. Bonjour à tous les deux. Bienvenue. Bonjour Valencia, bonjour Docteur Issa. Vous allez bien? Docteur Karama. Alors, juste avant de vous donner la parole, je vous propose quand même de faire un petit point justement sur le deuil périnatal dans ce sujet préparé par Karine Cassi. Se reconstruire émotionnellement après la perte d'un bébé pendant la grossesse ou à l'accouchement, cela peut se révéler difficile. Et cette étape passe parfois par un long processus. Pour un jeune couple qui n'a pas encore, par exemple, eu d'enfant, c'est la première fois qu'ils font un enfant. Donc, on ne peut pas parler d'un lien qui a déjà été établi entre eux et l'enfant. Mais il y a un lien affectif qui s'est établi entre eux, premièrement, et entre eux et leur projet de vie. Et donc, quand l'enfant naît à la naissance, meurt à la naissance, c'est comme si ces rêves-là s'écroulaient. Donc, c'est difficile pour les parents dans ces conditions-là de pouvoir remonter la pente tout de suite. S'ensuivent alors des moments de déni, de recherche de réponses, de crise de larmes. Un processus de cicatrisation obligatoire pour les parents qui traversent cette épreuve, selon coach Frédéric Zabi. Il faut laisser les gens faire cheminer ces différentes étapes. Parce que les empêcher de le faire, c'est les mettre directement dans une sorte de dépression. La gestion des émotions, un défi à relever tant chez l'homme que chez la femme, qui nécessite cependant la contribution de l'entourage du couple. La femme a du mal à se relever en général. Pourquoi? Parce que c'est elle qui établit tout de suite un lien par le biais d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine au moment où l'enfant est en son sein. Son mari, il ressent cela en fonction de l'intensité du rêve que lui aussi il a établi par rapport au bébé. Donc, en général, tous les deux, ils ont besoin de soutien. Mais la femme, elle a beaucoup plus besoin, premièrement, du soutien de son homme, deuxièmement, du soutien de la famille, de ses amis, de ses frères et sœurs, etc. Il arrive parfois que la femme tombe dans une longue dépression. Il a résisté par une sorte de stoïsme qu'il se donne, c'est-à-dire il s'interdit volontairement de ne pas pleurer, de ne pas flancher, juste pour être le soutien qu'il faut à son épouse. Maintenant, quand certains moments passent, il extériorise, il ne peut plus se retenir, il ne peut plus se contenir, donc il se laisse aller. Et ça peut s'extérioriser par des crises de larmes, ça peut s'extérioriser par des crises de colère injustifiées, ça peut s'extérioriser dans la tristesse injustifiée, dans des angoisses terribles, etc. Entre les rêves qui s'écroulent et le traumatisme lié à la perte d'un bébé, les parents se doivent d'aller de l'avant, de l'avis de Frédéric Zabi. Il faut que passer le moment des larmes, que je me dise, c'est vrai, je ne pensais pas que cela m'arriverait maintenant là, mais c'est arrivé. Il faut que j'accepte. Et si c'est arrivé que j'accepte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse désormais? Je me dis, je suis assez jeune, j'ai encore les mêmes ressources pour faire un enfant, ben je m'y mets résolument. Et puis Dieu va faire le reste. Alors, docteur Karama, je vais peut-être commencer par vous. On a peut-être tendance à confondre un peu fausse couche et deuil périnatal. À quel moment est-ce qu'on parle de fausse couche et de deuil périnatal? À quel moment on parle de fausse couche? À quel moment on parle de deuil périnatal? Deuil périnatal.
Le deuil, c'est déjà le constat du décès du nouveau-né. Et la fausse couche, c'est le fait d'expulser de l'utérus son contenu, c'est-à-dire l'enfant qui va naître et qui va décéder plus tard ou immédiatement, dans les minutes qui suivent. D'accord. Maintenant, le deuil périnatal, c'est ce qui va s'en suivre au plan psychologique, au plan émotionnel, chez la femme, chez le papa, disons, chez les parents. Donc, on parle de fausse couche. Ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire. Attends, quand tu es enceinte et que tu perds ton enfant pendant le processus de la grossesse, c'est une fausse couche. Jusqu'à ce que tu accouches de l'enfant mort, c'est une fausse couche. Et quand tu accouches d'un enfant et qui meurt des minutes ou des heures plus tard, c'est le deuil périnatal. Non, Est-ce que je il ne faudrait pas confondre tout ça. Voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas bien compris la bonne explication. Parce que on parle de... On va diviser la grossesse en plusieurs temps. D'accord. OK? On va peut-être associer le mot fausse couche au type d'avortement. Au premier trimestre, c'est-à-dire jusqu'à 15 semaines, on parlera d'avortement précoce. D'accord. Entre 15 et 28 semaines, on parlera d'avortement tardif qu'on va associer aux fausses couches. Au-delà de 28 semaines, nous parlons d'accouchement prématuré. OK. OK? D'accord. Voilà, de 28 semaines jusqu'à 36 semaines, on parlera d'accouchement prématuré. Au-delà de 36 semaines, à partir de 37 semaines, c'est un accouchement normal. Mais tous ces accouchements, ces avortements peuvent se terminer par le décès de l'enfant. D'accord, OK. OK? Oui. Voilà. C'est nettement plus compréhensible. Plus clair. Tout à fait. Alors, Valencia, on va parler de votre expérience personnelle. J'aimerais que vous partagiez un petit peu avec nous votre parcours, même si ça doit être un petit peu difficile d'en parler. Vous avez perdu votre bébé après la naissance. Oui. C'était dans le mois de juillet, précisément le 19 juillet 2020. Nous sommes rendus à l'hôpital, à la clinique, ma maman et ma sœur, pour un déclenchement. Et à terme? Oui, j'étais à terme. Déclenchement fait, le médecin nous a demandé de patienter. Il allait revenir quelques heures plus tard. Donc, nous étions en train d'attendre et le monitoring était placé. Tout allait bien. Le cœur du bébé battait parfaitement. Tout allait bien. Et peu de temps après, aux environs de 14 heures, le gynéco revient. Il dit, on doit m'opérer d'urgence, césarienne d'urgence. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne comprends pas. En fait, tout allait bien le matin. De 10h jusqu'à 14h là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et je n'arrivais plus à réfléchir. Je me demandais, mais est-ce que mon bébé allait bien? Je pensais principalement à mon bébé. Et là, on m'a prêté, nous sommes partis au bloc opératoire. J'ai commencé à poser plusieurs questions par rapport à tout ce qui se trouvait, parce que j'avais vraiment peur. Ils m'ont dit, non, tout va bien se passer, ok, d'accord. Et lors de l'opération, je n'étais pas endormie. Et le docteur il me parlait, et après, il a fait sortir le bébé, il me l'a montré. Et j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas pleuré? Il me dit, s'il a pleuré, mais son cri était faible. Je dis, ah ok, d'accord. Et en fait, quand j'ai vu l'enfant, j'étais tellement heureuse. J'avais envie d'une seule chose, sauter. Si je pouvais sauter, franchement, j'étais tellement heureuse. Et prendre mon téléphone, dire à mes copines, voilà, Noah est enfin né. Et il avait beaucoup de cheveux, il était tellement beau, mon fils. Et après, nous sommes partis en salle de réveil. Enfin, je n'étais pas endormie, mais c'est une salle et tout le monde venait me voir, et ma famille, et mes amis. Et... Après, je demande au gynéco, mais... Et Noah? Il me dit, Noah va bien, mais il a juste une petite infection. Et son cri est de 7 sur 10 au lieu de 10 sur 10. Je dis, mais c'est lui que j'entends crier là-bas. Il me dit, oui. Je dis, mais bon, si c'est 7 sur 10, c'est vraiment fort. Parce que je l'entendais de là où j'étais. Et tout allait bien. Apparemment, ça n'allait pas. Moi, je ne savais pas. Vous ne disiez pas. Voilà, mes amis, mes sœurs étaient là, ma meilleure amie était là et le papa de Noah aussi était là. Et 20h30, j'étais avec le papa de Noah, sa maman et ma sœur. Le papa de Noah sort, l'infirmière l'appelle, elle appelle, il sort, elle appelle, il sort. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle me dit,
Il me dit non, il n'y a rien, ne t'inquiète pas. Et après, il sort et il s'arrête à la porte et il appelle sa mère. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, l'état de Noah est critique. Je dis, critique? Après, sa mère l'a suivi, ils sont sortis. Ma sœur aussi l'a suivi. Automatiquement, j'ai compris que mon fils était parti. Je dis, mais non, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et ma poitrine a arrêté de me faire mal. J'avais plus mal et je sentais fortement que mon fils était parti. Et je disais à Dieu, mais non, j'ai besoin de mon fils. Non, je veux mon fils. Et j'entendais au fond de moi, Noah est avec moi, il va bien. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai commencé à prier, rappeler, enfin je suis chrétienne, j'ai commencé à rappeler à Dieu, Jésus, tu as fait sortir Lazare du tombeau, tu as guéri, si je t'en supplie, guéris mon fils. Et j'ai fait plusieurs promesses. À Dieu, à Dieu, voilà, plusieurs promesses, voilà, si tu gardes Noah en vie, si tu le ressuscites, voici ce que je vais faire, voici. Et on ne m'avait encore rien dit, mais je sentais au fond de moi, plus personne dans ma chambre, qu'est-ce qui se passe? Je refusais de croire. Je dis non, c'est faux. Et après, il y a ma mère qui était partie à la maison qui est revenue. Et quand elle est revenue, j'ai vu qu'elle avait changé son foulard. Je dis, mais maman, tu es partie à la maison, tu viens d'arriver. Elle me dit, non, elle était là. Je dis, non, c'est faux. Et Noah va bien. Elle me dit, oui, Noah va bien, il est sous surveillance. Je dis, maman, c'est faux, enlève ton masque, tu as pleuré. Elle me dit, non, j'ai pas pleuré. Je dis, si, tu as pleuré. Et après, elle est sortie de la chambre, comme ça. Et une autre de mes sœurs est venue me voir. Je dis, mais tu fais quoi ici? Elle me dit, elle est venue me voir. Je dis, non, mais à 17h, tu es venue, on ne t'a pas laissé me voir. C'est pas maintenant à 21h ou 22h, on va te laisser me voir. Elle est venue prier avec moi. Je dis, ok, d'accord. Elle me prend la main, elle commence à prier. Elle prie pour mon rétablissement. Elle prie pour nos deux familles. Notre famille et la famille du père de Noah. Elle ne prie pas pour Noah qui est censé être malade. Je lui ai dit, Tata, je sais, Noah est parti. Elle me dit, non, tu racontes n'importe quoi. Elle est sortie. Le lendemain, j'avais plus personne à côté de moi. La nuit a été longue. Jusqu'au lendemain. Oui, la nuit a été super longue. J'avais personne à mes côtés. Je criais, mais personne ne m'entendait. Je pleurais. On me disait juste, essaie de dormir. Et le lendemain, la dame qui est venue, la sage-femme qui est venue faire ma toilette, je lui ai demandé, et mon fils? Elle me dit, elle ne sait pas, qu'elle n'a pas d'informations. Je lui ai dit, non, mais vous êtes venu prendre les affaires avec moi hier. Vous avez forcément des nouvelles de mon fils. Donc dites-moi. Elle me dit, elle va aller voir. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Elle est sortie, quand elle est revenue, elle a baissé la tête, elle me dit, je n'ai pas pu voir le bébé, mais on dit qu'il va bien. Je dis, vous savez, c'est mon premier fils. Et je ne l'ai pas vu depuis qu'il est sorti de mon ventre. J'ai vraiment mal, je veux le voir. Elle m'a dit, oui, qu'elle comprend qu'elle est aussi maman. Bon, on va me faire changer de chambre et je verrai mon fils. Ok, d'accord. Arrivée dans l'autre chambre, toujours pas de nouvelles de mon fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a la dame qui m'a apporté ma tasse de thé. Je lui demande où est mon fils. Elle me dit non, boire. Je dis non, dis-moi d'abord où est mon fils. Elle s'est mise avec moi. Elle dit on va prier. Ton fils va aller bien. Je dis non, tant que vous ne me dites pas où est mon fils, moi je ne bois pas mon thé. Mais donc à quel moment est-ce qu'on vous a annoncé que... Quand ça s'est passé là, les médecins venaient me voir, me rassurer à chaque fois. Noah va bien, ne t'en fais pas. Et après je vois ma soeur qui était venue prier la veille avec moi, qui rentre dans la chambre avec un monsieur grand. Et là j'ai compris qu'on venait m'annoncer le décès de mon fils. Et quand je l'ai vu, elle m'a dit, écoute le pédiatre. Je dis, non. Et le pédiatre me demande, qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils n'arrivent pas à comprendre. L'enfant avait une petite infection, mais on ne comprend pas. Plusieurs hypothèses. Ils ne savaient pas au juste qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que j'ai perdu les os sans m'en rendre compte? Je dis, mais non, je lisais tellement durant ma grossesse. Si je perdais les os, j'aurais su. Et il m'a dit franchement qu'il est désolé. Et après, je me suis écroulée dans les bras de ma sœur. Et tout mon entourage est venu me voir, mais ça a été vraiment très difficile. Mais oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, sans vouloir vous couper, hein, vous l'avez dit, il y avait beaucoup de mystères autour de ce qui s'était passé. On comprend que c'est souvent le cas, on n'est pas toujours sûr des causes de ce type d'incident. Pourquoi? Au niveau des décès, on a beaucoup de causes. Rarement, on le sait. Mais en général, peut-être que c'est le manque de communication. Et peut-être qu'en disant à la mère ce qui s'est passé, peut-être qu'aujourd'hui, on sait que les gens fouillent beaucoup. Je pense que c'est dans un esprit peut-être de finir le deuil
beaucoup plus rapidement, de ne pas se plonger dans beaucoup de recherches. D'accord. Mais J'ai fait beaucoup de recherches. On imagine. Mais il y a quand même des causes qui sont là. il y a des causes. Oui, qui sont Il y a des déterminables. causes au niveau des fausses couches ou au niveau des décès. Les décès, Ben, là, on parle du décès les en décès, particulier. Au niveau des décès, on a beaucoup de causes, notamment les causes métaboliques, des maladies métaboliques comme le diabète. Vous avez une femme qui fait un diabète qui n'était pas diabétique, Un diabète gestationnel. un diabète qui survient au cours de la grossesse, qu'on appelle le diabète gestationnel. Il est souvent très fatal. On a ce qu'on appelle la mort subite. Vous pouvez quitter chez le gynécologue le matin, la sonde sur votre ventre, l'échographie, vous voyez très bien bébé. Et l'après-midi, vous ne sentez plus bébé. On a... La prééclampsie aussi. Justement, ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome vasculo-rénal, et la prééclampsie avec l'hypertension que nous connaissons bien, qui peut également entraîner une mort fœtale. On a également les pathologies hématologiques, c'est-à-dire liées au sang. Une femme très anémiée peut perdre aussi bien son bébé que faire une fausse couche ou donner naissance à terme à un enfant qui va... Mais ce que je ne comprends pas, également... c'est qu'elle, dans son cas, pourquoi on ne lui dit pas exactement la cause de ce décès? C'est-à-dire que... Parce qu'ils savent pas, non? Est-ce qu'on ne peut pas lui dire exactement, voilà, c'est à cause de l'infection qu'il est décédé ou c'est à cause du déclenchement ou, ça, c'est mon avis personnel, Oui, ça dis-moi. n'engage que moi. Je pense que s'il y a une cause, il faut dire, lui dire. Voilà, normalement. Oui, mais ça apaise un peu souvent. Oui, je crois qu'ils m'ont dit que c'est dû à l'infection. Mais comment l'infection a fait pour entrer? Comment l'enfant a fait pour avoir une infection alors que moi, j'allais bien durant toute ma grossesse. Je n'ai pas été malade. J'ai eu une grossesse parfaite et il n'y avait aucun signe qui pouvait m'interpeller. Voilà. Vous savez, je termine. Allez-y. Et avec les causes, même on a le syndrome infectieux, c'est-à-dire le simple paludisme. Qu'une femme traîne avec une fièvre peut emporter son bébé. Donc, vous direz, mais comment j'ai eu ça? Mais vous traînez un paludisme, on sait qu'il y a beaucoup de formes, vous ne faites pas forcément une grosse fièvre, mais après vous retrouvez, on vous fait un test, c'est positif, l'enfant est parti. Bon, voilà, c'est ça, c'est a posteriori, quoi. D'accord. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que toutes les morts, que ce soit les fausses couches ou les décès qui surviennent après les accouchements, sont liés à la santé de la mère essentiellement. Essentiellement, voilà. On est essentiellement... En tout cas, quelque chose qui se passe au niveau du corps de la mère. Au niveau de la mère, voilà. D'accord. Avec toutes ces causes que je viens de vous citer. D'accord. Alors, Valencia, on aura l'occasion de parler davantage de votre expérience et de ce qui s'est passé après. Ce sera juste après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Bienvenue si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée Les femmes d'ici et aujourd'hui on parle du deuil périnatal et des fausses couches. Nous sommes en compagnie de Valencia Dago Nguessan, event planner qui a vécu un deuil périnatal et Dr Issa Karama, gynécologue. Alors avant de partir en publicité, on a évoqué un peu les causes qui peuvent emmener une femme à faire une fausse couche ou un deuil périnatal. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont un peu plus prédisposées à faire des fausses couches par exemple? Bien sûr, comme je citais, il y a des dames qui sont prédisposées. Si vous faites déjà un diabète avant même de tomber enceinte, on dira comme ça que vous êtes une personne prédisposée. Avant de tomber enceinte. Oui, avant Si de vous êtes tomber. quelqu'un de diabétique, vous voulez dire. Vous êtes diabétique, vous êtes un facteur de risque. Si vous êtes hypertendu, c'est un facteur de risque. Si vous avez la drépanocytose, je parlais tantôt de l'anémie. On sait très bien que chez les femmes drépanocytaires majeures, le taux d'hémoglobine ne dépasse pas 8 en général durant toute leur vie. Voilà, vous êtes déjà prédisposé. Donc, il y a des prédispositions et il y a des facteurs qui peuvent déjà expliquer ce qu'on va vivre. Donc, ça veut dire que pour ces femmes-là, il faut un suivi particulier. Voilà. Maintenant, il y a des pathologies qui peuvent se découvrir en cours de grossesse. Là aussi, il faudra en tenir compte dans la surveillance.
C'est sûr. de la Je vais grossesse. demander à Valentia, quel est le type d'accompagnement que vous avez reçu déjà après l'annonce du décès de votre enfant, de la part du personnel médical et ensuite de vos proches? Est-ce que vous avez eu un suivi conséquent? J'ai pas eu de suivi de l'hôpital, à part que il y a mon gynécologue qui m'appelait au moins une fois par semaine pour savoir comment ça se passait. Ils s'en voulaient vraiment pour savoir comment je me portais. Et ma famille a été vraiment d'un grand soutien. J'étais vraiment entourée de prières parce que durant cette période, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Et là, on m'a envoyé chez une de mes grandes sœurs qui prie beaucoup dans une maison où j'étais entourée de prières. Mon entourage priait vraiment pour moi. Moi, j'ai détesté Dieu à cette période-là. Je l'ai détesté. Je ne priais pas et tout le monde était autour de moi, priait, venait me voir. Et j'avais même coupé les ponts avec mes amis. À part ma meilleure amie, c'est celle que je voyais. Et j'étais vraiment entourée de prières surtout. De prières, mais je n'ai pas eu vraiment de soutien. J'avais envie de parler de mon fils. Mais c'est comme si en fait, là, il n'est plus là, on ne peut pas parler. Alors que moi, j'avais envie de parler de mon fils. Je voulais qu'on m'écoute. On me disait, mais non, mais c'est pas grave, tu vas avoir d'autres enfants. Mais c'est difficile. J'aurais d'autres enfants, c'est vrai, mais là, celui qui est parti, je le voulais. Bon, ok, il n'est pas là, mais j'ai envie de parler de lui. Donc, il y a seulement ma meilleure amie qui a été vraiment... Elle avait vraiment les mots. Alors, quand vous dites que votre famille était là, votre famille faisait aussi partie de ces personnes qui ne voulaient pas forcément parler de Noah. Je ne voulais pas forcément parler de Noah. Il y avait une sorte de... Enfin, il est parti, il faut qu'on prie, il faut qu'on avance, c'est ça? Oui, et il faut dire qu'ils essayaient de trouver des explications pour essayer de me faire passer à autre chose. Ils essayaient vraiment de me dire, non, mais tu sais, si c'est arrivé, c'est peut-être voici. Chacun trouvait des raisons qui étaient quand même bien pour me faire oublier, pour me faire passer à autre chose, pour ne pas que je souffre plus. Et c'est cet accompagnement surtout que j'avais. Mais quand je voulais parler de mon fils, je ne savais pas avec qui me tourner. Je me disais, mais en fait, je veux parler avec qui? Vous n'étiez pas prête, en fait. Vous vouliez continuer Si, je voulais en parler. Non, pas prête à passer à autre chose, quoi. Je n'étais pas prête mais là, c'était comme si je devais passer à autre chose. Ouais. C'est arrivé, on avance. On vous force plus ou moins à passer à autre chose. À passer à autre chose. Alors, docteur, comment on accompagne un peu les personnes qui sont dans ce genre de situation-là? Je pense que l'idéal serait d'avoir un pool de psychologues pour entourer la personne. C'est vrai qu'aux premières heures, on a déjà le pédiatre qui accompagne, qui soutient, qui apporte son soutien à la mère, mais on a également le gynéco qui, beaucoup de fois, se transforme en psychologue, ce qui ne devrait pas se faire. Il peut apporter son soutien en tant que médecin, mais la personne idéale, c'est le pool de psychologues qui doit vraiment intervenir. Et puis, bon, il faut laisser la personne faire son deuil. Il faut laisser la personne, comme l'a dit tantôt dans l'élément, j'oublie son nom. Il faut laisser la personne franchir toutes les étapes du deuil pour vraiment accomplir ce deuil-là et tourner la page. Parce que quand vous l'empêchez d'en parler, ses amis qui l'ont vu à 8 mois, à 7 mois, tiens, ça fait 1 an que je n'ai pas vu Valentia, on l'appelle. On s'attend à ce qu'elle nous dise le bébé, il est gros, il est mince, il est clair. Valentia est bébé. Alors, on a empêché la personne de parler à cet instant précis-là. C'est comme si on réveillait maintenant une plaie. Qu'est-ce qu'elle leur dira? Non, il est décédé. Ça devient encore plus douloureux. Mais quand la personne a passé toutes les étapes du deuil, c'est fini, on a tourné. Quel que soit l'appel, même si ça survient 1 an et demi après, Valentia est ton bébé. Ah, je l'ai eu, mais bon, vraiment... Dieu en a décidé autrement. Dieu en a décidé autrement, il est parti. On tourne assez vite la page. Donc, l'idéal serait de laisser la personne franchir toutes les étapes du deuil afin de tourner véritablement la page. Mais ici, on a tendance à dire que quand une femme fait une fausse couche, par exemple, il faut rapidement qu'elle tombe enceinte parce que je pense que son corps est encore prêt à recevoir un autre enfant. Est-ce que médicalement, c'est conseillé de retomber enceinte tout de suite après une fausse couche? Normalement, ça ne pose pas de problème. Mais ça, c'est dans l'entendement des Africains. C'est ça. Une nouvelle grossesse
pour eux, ferait oublier la précédente rapidement qui vient d'échouer. Le choc que la personne a vécu. Au fait, c'est essentiellement la raison principale. D'accord. Voilà. Mais c'est possible si la femme Si elle se le sent souhaite. en forme Oui, physiquement, on n'a je pas veux de dire. période D'attente. d'attente. D'accord. Si vous vous sentez bien dans votre peau, vous pouvez reprendre vos rapports. Ouais. Bien entendu, si vous reprenez les rapports, la conséquence, c'est que vous pouvez tomber enceinte. Donc, il n'y a pas de... Alors, la question que je me pose, Valencia, c'est quand on a vécu une épreuve aussi difficile, même peut-être quelques mois après, vous êtes toujours encore dans ce travail de deuil dont le docteur a parlé, et il y a beaucoup d'étapes. Est-ce que vous développez, dans votre cas précis, une angoisse de retomber enceinte et oui ou non? Est-ce que vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur de tomber enceinte? J'ai pas peur de tomber enceinte. Vous n'avez pas peur aussi vous n'avez pas peur que ça se Je reproduise? me dis ça ne va plus se reproduire. Je dis ça s'est passé une fois, mais ça ne m'arrivera plus. Ouais. En fait, je refuse catégoriquement même d'y penser. L'idée. Voilà, et je suis prête même là. Je dis toujours quand je peux, je dis c'est mieux la prochaine fois, mais il faut que j'ai mes jumeaux. Je me dis il faut que j'ai mes jumeaux. Même si ce ne sera pas Noah qui revient, je veux quand même mes jumeaux et j'ai pas peur. Et en Afrique aussi, on dit que lorsque tu perds ton premier enfant, il ne faut pas pleurer. Deux personnes m'ont dit non, ne pleure pas, parce que quand tu pleures, ce sont des malédictions que tu verses sur ton ventre. Et moi, j'ai pas écouté, franchement, je me dis non, mais laissez-moi pleurer. C'est impossible en fait, Voilà. en réalité. La personne souffre. C'est vraiment douloureux et tu peux entendre c'est pas grave, tu ne l'as pas connu, mais j'ai passé 9 mois avec lui dans mon ventre. C'est ça. J'avais des rêves pour mon bébé. Là, tout à l'heure, nous avons entendu le médecin parler. Il disait tellement, on avait des rêves pour nos enfants. Et lorsque l'enfant part, ce sont les rêves qui partent avec lui. Tout s'écroule. Moi, je me demandais, mais comment pouvoir vivre? Comment est-ce que je vais vivre à nouveau? Je demandais, mais on me dit, essaye d'avancer. Je dis, mais comment? J'ai même demandé une fois à une de mes sœurs, c'est bizarre, c'est comme si en fait, je n'avais pas de vie avant. Parce que je ne savais plus comment avancer. Toute ma vie tournait autour de cet enfant. Puis je me disais, après l'accouchement, voici. Tous les plans, oui. L'accouchement a eu lieu et... Dans l'élément, il a parlé aussi, le médecin, de dépression. Est-ce que vous, ça a été votre cas, la dépression? Et comment est-ce que c'est compris généralement en Afrique? Parce qu'en Afrique, on pense que la dépression, ça n'existe pas. Oh, oui, j'ai fait des dépressions. Comme je vous ai dit, j'ai fait malheureusement 2 tentatives de suicide. Je ne voulais pas manger. J'étais sûre que je voulais parler à personne. Je m'étais même déconnectée des réseaux sociaux. C'est seulement le 5 avril que je me suis reconnectée sur Facebook. J'arrivais plus à parler avec certaines amies. Je ne voulais même pas qu'on m'écrive. Souvent, ma sœur rentre dans la chambre, elle dit « Tu veux qu'on prie ?» Je lui dis « Non, sors » dans sa propre maison. Je lui dis « Non, sors ». Elle dit « Non, aujourd'hui, on va prier ». Je lui dis « Non ». Bon, souvent, elle me laissait, mais souvent, elle venait pour qu'on prie. Et ma famille a été, sur ce plan-là, compréhensive. Ma famille a été... Exceptionnel. Le pilier, ma famille a été, franchement... J'ai été vraiment... D'autres personnes avec qui j'ai parlé n'ont pas reçu ce soutien-là de leur famille. C'est vrai que ma famille voulait que j'avance. Mais tout le monde était là pour m'écouter. Tout le monde était là pour me réconforter. Et j'ai fait quand même mon bébé gâté durant... C'est compréhensible. Alors, on a beaucoup parlé de votre famille, on a moins parlé de votre conjoint. Je ne sais pas si c'est votre conjoint actuel ou la personne avec qui vous alliez avoir votre bébé. Est-ce qu'il est toujours là ou pas? Non, nous ne sommes plus ensemble. Et est-ce qu'il a soutenu au moment où il y a eu le... Est-ce que vous êtes séparés à cause de ça? Il a soutenu, il l'appelait au moins chaque matin, il venait me voir à la maison avec sa famille. Il faut dire que sa famille a été aussi très présente, surtout sa maman. Sa maman, elle m'appelait toujours. À chaque heure, elle m'appelait. Elle a même préparé pour m'envoyer. Bébé, tu veux manger quoi? Sa maman, c'est une femme franchement extraordinaire, mais... Voilà. Mais bon, Dieu en a décidé. Après aussi, ça a souvent un impact sur le couple, on le sait. Alors, docteur, pour revenir peut-être toujours aux situations plus générales que les femmes traversent, on a parlé des causes des fausses couches et des deuils périnataux. Est-ce qu'on doit craindre la récidive? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, parce qu'elles sont prédisposées à avoir des fausses couches, toujours dans le risque de la perte de l'enfant? Bien sûr, il faut craindre des récidives. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, tant que les mêmes causes sont là, on a, je ne dirais pas des chances, mais des risques d'avoir les mêmes effets. Donc, une femme qui fait une fausse couche pour une béance cervicale, c'est-à-dire que le col de l'utérus est ouvert naturellement chez elle. C'est ouvert. Donc, la pesanteur aidant,
plus l'enfant prend du poids, plus il a tendance à sortir. Oui, mais il y a des moyens de réduire le problème, non? C'est ce que je dis. Oui, c'est le cerclage. Tant que cette cause est là, on aura toujours une fausse couche, elle, à son niveau. Donc, la première fois, ça peut passer inaperçu. Mais quand on a su la cause, il faut y remédier. Donc, la prochaine grossesse, on s'y prend un peu plus tôt, en faisant bien sûr un cerclage. Une femme qui a développé une hypertension ou un diabète au cours de sa grossesse précédente, qui a eu une fausse couche ou une mort fœtale in utero, il faut faire une consultation multidisciplinaire, c'est-à-dire et avec le gynéco, et avec le diabéto, et avec certainement peut-être l'hématologue. Voilà, donc sur ces femmes-là, on prend des dispositions. Et les consultations, un peu dans le 3e trimestre, ne seront pas mensuelles. Peut-être elles seront bi-hebdomadaires ou même hebdomadaires. Voilà, en fonction des situations qu'on rencontre. D'accord. Est-ce que des fausses couches à répétition peuvent entraîner des problèmes de santé chez la femme? Est-ce que les fausses couches à répétition peuvent entraîner d'autres problèmes de santé? D'autres problèmes de santé. Bon, le vrai problème que ça peut entraîner, c'est un problème psychique. Voilà. Parce que si vous perdez beaucoup d'enfants, c'est évident que vous aurez des troubles au niveau psychologique. On peut avoir des comportements suicidaires. Comme elle a dit, elle a perdu qu'une seule fois, mais elle a eu 2 tentatives de suicide. Imaginez quelqu'un qui est marié, 10 ans de mariage, 4 fausses couches, mais... Franchement, c'est interminable, quoi. Sinon, comme on va dire, au niveau santé, physique, bon, il n'y a pas grande-chose. D'accord. Alors, on est déjà à la fin de l'entretien. Je sais que, Valencia, vous avez essayé d'aider aussi les autres femmes en créant un groupe. Ici. Effectivement, lorsque j'ai fait mon retour sur Facebook, j'ai parlé de ce que j'ai vécu et j'ai lancé un appel pour pouvoir aider toutes ces femmes qui sont passées par ces situations. Parce que je sais que lorsque nous traversons cette période, nous avons envie de parler. Et rares sont les personnes qui sont aptes à parler. Et donc là, je suis en train de mettre en place un groupe de soutien. Déjà, je parle avec plusieurs femmes du Burkina, même du Togo. Plusieurs personnes m'écrivent. Donc là, je mets en place un groupe de soutien. Normalement, c'est pour tous les deuils. Pour pouvoir se relever de tous les deuils difficiles, mais surtout pour les deuils périnataux. D'accord. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage, Valencia. Beaucoup de courage, vraiment. Merci. Mais je pense que là, vous avez déjà fait un peu le deuil, non? Souvent, je pleure, mais ça va quand même. Vous êtes encore dedans, mais ça va mieux. Et ça va beaucoup mieux. Je pense qu'elle a déjà dépassé le cap du deuil. Aujourd'hui, elle apporte son soutien déjà à d'autres personnes. Ça veut dire qu'elle est guérie. Il y a beaucoup de dire qu'elle est guérie. Mais oui, moi aussi, je pense qu'elle est guérie. Mais déjà, d'être capable d'en parler ici, c'est beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Franchement, merci beaucoup. Et bonne continuation, Valencia. Merci beaucoup. On se retrouve tout juste après une page de pub. L'émission continue. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne numéro 4 de la TNT et la numéro 204 du bouquet Canal. On va à présent passer au portrait du jour, n'est-ce pas, Didja? Absolument. Alors, comme d'autres entrepreneurs, Estelle a choisi de se lancer dans l'industrie des soins corporels 100% naturels, essentiellement destinés à la peau noire. 3 ans aujourd'hui qu'elle a lancé sa marque You Cosmétiques, que je vous invite à découvrir à travers ce reportage Immersion signé Chèque Bleu. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue chez You Cosmétiques. Entrez. Des produits cosmétiques 100% faits à partir d'éléments naturels pour la peau noire, c'est le pari que s'est lancé Estelle il y a maintenant 3 ans. Dans sa boutique située à la Riviera 4, le beurre de karité constitue le principal ingrédient de base. Un ingrédient très apprécié par l'industrie cosmétique en général, en raison de ses nombreuses vertus sur la peau. Cette crème-là, elle contient du beurre de karité,
des huiles végétales telles que l'huile d'aloe vera et l'huile de cacao, voilà, l'huile du beurre de cacao. Vous savez tous que le beurre de cacao, c'est un produit qui est un peu plus solide que le beurre de karité. Donc il faut forcément le faire fondre pour obtenir une crème comme ça. C'est avec à peine 20 000 francs CFA que la jeune entrepreneuse lance son business. Si à ses débuts, cette diplômée en gestion commerciale est loin d'être experte en cosmétique, Estelle a depuis comblé ses lacunes grâce à une formation professionnelle dans la fabrication de produits corporels naturels. Les savons, crèmes, huiles de la marque de cosmétiques naturels sont très prisés par une clientèle désireuse de mettre en valeur leur couleur d'ébène. C'est sans additifs, c'est sans conservateur. Donc c'est une crème qui va permettre à ce que vous atténuez vos vergetures. Elle va permettre à ce que vous ayez la peau très satinée, la peau très bien hydratée. Voilà. La majorité des ventes se fait en ligne. Estelle n'hésite donc pas à enfiler le costume de photographe pour des shootings d'articles qu'elle poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais Internet nous apporte beaucoup. Pourquoi? Moi, j'ai commencé avec Internet. Donc, tout début que j'ai commencé à créer la marque, pour développer la marque, j'ai d'abord mis sur Facebook. Voilà. Quand j'ai mis sur Facebook, vraiment, j'étais étonnée de l'engouement que ça prenait. Et ensuite, j'ai créé Instagram, Snapchat et consorts. Donc, voilà, Internet aujourd'hui, c'est vraiment mon outil principal pour travailler. La boutique, c'est vrai que c'est bien beau et tout, mais les gens ne peuvent pas venir à votre boutique sans que vous ne soyez sur Internet. Lutter contre la dépigmentation en utilisant les produits du terroir et en mettant en valeur la peau noire, tout un programme qu'Estelle est déterminée à mener à bien. Bonjour Estelle. Bienvenue. Merci. Alors, ça fait 3 ans que Yoho Cosmétiques existe. Exactement. Je sais que vous êtes passé par plusieurs étapes. Quels sont les produits qu'on retrouve aujourd'hui dans votre marque? Alors, je compte 27 produits aujourd'hui. Je ne suis pas allée sur la base de créer des gammes de produits pour différents teints, comme on voit un peu sur les réseaux sociaux. Moi, je suis allée créer plusieurs produits pour plusieurs problèmes de peau. D'accord. Voilà. OK. 27 aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un a, par exemple, de l'eczéma, de l'acné, etc., vos produits traitent? Exactement. Si quelqu'un a de l'eczéma, c'est vraiment la marque qu'il faut contacter, Yoho Cosmétiques. Pourquoi? Parce que j'ai le savon noir à la banane, qui est un savon qui est fait spécialement pour ce genre de problème de peau. L'eczéma, psoriasis et bien d'autres. Même la chute des cheveux, le savon noir également réagit. Même aussi les pellicules. Et même chez les enfants qui jouent beaucoup dans le sable pour bien grandir, ils nourrissent beaucoup de problèmes de peau, comme les teignes, comme on appelle ici chez nous. Donc je pense que le savon noir, c'est le produit qu'on peut utiliser dès l'âge de 2 ans. D'accord. Alors, ce que moi, quand on parle de produits pour peau noire, on se dit que les personnes qui sont claires de nature, pas des personnes qui veulent s'éclaircir, ne peuvent pas utiliser. Non, dans votre cas, non, les gens, ils comprennent un peu mal. En fait, c'est par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, on parle de peau noire, peau naturelle. On met l'accent sur la peau naturelle à partir de la peau noire. Parce que les gens, ils utilisent des produits cosmétiques chimiques pour éclaircir leur peau. Donc, pour différencier, on parle de peau noire égale à peau naturelle. Donc, ce n'est pas forcément ça. Elle, par exemple, elle est métissée, si je peux m'exprimer ainsi. Elle a la peau naturelle. Elle peut utiliser les produits de chez Yoho Cosmétiques. Parce que nos produits sont à base naturelle. Ce ne sont pas des produits qui contiennent des produits chimiques qui vont changer la couleur de sa peau ou la couleur de votre peau également. Donc, c'est pour ça que... D'accord, mais donc ils ne sont pas particulièrement spécifiquement faits pour les peaux noires du tout? Non. Mais pourquoi j'ai mis l'accent sur la peau noire? Parce qu'on a vraiment beaucoup de problèmes à trouver, beaucoup de difficultés à trouver des produits adaptés à notre type de peau dans les commerces aujourd'hui. Je dirais que même 80% des cosmétiques aujourd'hui sont chimiques. Et même pour guérir un petit bouton, dès que tu mets le produit, il éclaircit d'abord la partie avant de guérir le bouton. Donc, pour éviter tout ça que j'ai créé Yoho Cosmétiques. Alors, pour vous, la passion du cosmétique, c'était pas au départ votre plan de carrière, vous étiez en gestion commerciale. Hein. Exactement. Comment ça s'est Voilà. Déjà, après mon bac, moi, j'avais décidé de continuer mes études, en gestion commerciale d'ailleurs. Mais il faut dire que les réalités de la vie
J'ai tout de suite laissé, je suis allée faire le commerce, notamment le commerce du textile. J'ai même voyagé jusqu'en Chine, en Inde, pour ramener de la marchandise et vendre. Il y avait 2-3 boutiques à Abidjan. Et après, bon, on est rentré un peu dans les histoires d'amour. On a déménagé en Europe pour essayer de vivre là-bas après 2 ans. Mais franchement, l'Europe, c'est pas fait pour moi. Je suis revenue à Abidjan, mais je n'avais plus quoi faire. Parce que quand je déménageais, j'ai vraiment déménagé tout. J'ai même laissé le magasin, tout. Quand je suis revenue, je n'avais rien à Abidjan, même pas un appartement. Et j'ai squatté dans l'appartement de ma sœur pendant au moins 6 mois. Et pendant que je squattais, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais j'ai été en vacances en Grèce. Et à chaque fois, on me posait la question, qu'est-ce que vous mettez sur votre peau? Qu'est-ce que vous mettez dans vos cheveux? Parce que j'avais une touffe de cheveux comme la vôtre. Et je me suis dit, bon, je vais essayer le beurre de karité. Et j'ai pris 13 000 francs. Je suis allée acheter le beurre de karité sur le marché ici à Marcory. Et j'ai acheté aussi les contenants. Mais je n'ai pas acheté les contenants communs, j'ai acheté une calebasse. Voilà pourquoi je suis venue avec ça aujourd'hui, pour essayer de... Parce que c'est ce qui me représente réellement. Et quand j'ai commencé à faire les contenants avec calebasse, il y a eu de l'engouement. On veut du beurre de karité, mais c'est le même beurre de karité qu'on trouve sur le marché. Comment ça se fait que le mien, il est très recherché et tout? Et j'ai vu que le packaging jouait un peu sur mon marketing. Donc, j'ai mis l'accent là-dessus. Et après, je me suis souvenue des méthodes de grand-mère qu'on utilisait pour faire des produits cosmétiques. Donc, j'ai commencé à travailler le karité. Et ensuite, il fallait forcément une formation pour avoir plus de formules, pour avoir des produits dérivés du beurre de karité. C'est ainsi que j'ai commencé à fabriquer plusieurs autres produits. Et là, maintenant, ça fait 3 ans. Comment se comporte Yo Cosmetics? Franchement, de 13 000 francs jusqu'à une boutique, je pense que ça se comporte très bien, malgré le Covid et tout ça. Mais avec Internet, Dieu merci, ça va. C'est bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le beurre de karité, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans la sous-région parce que c'est une ressource que l'on a. Mais on se demande tout le temps, est-ce qu'on a besoin de différentes marques qui vont le travailler différemment? Je me demande, qu'est-ce que ça apporte, Yo Cosmetics, au beurre de karité? Pur et dur. Alors, pourquoi il faut le transformer un petit peu? Chez Yo Cosmetics, le beurre de karité est déjà la matière de base. Et ensuite, le beurre de karité Yo Cosmetics, il est vraiment pur. On met l'accent là-dessus parce que le beurre de karité, il y a plusieurs qualités de beurre de karité. Et nous, vraiment, le beurre de karité de chez Yo Cosmetics, on travaille avec des coopératives qui nous fournissent du bon et du bon beurre de karité bio de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et après, vous ajoutez d'autres essences et d'autres choses comme ça pour... Bon, les essences sont toujours un peu chimiques, mais on n'utilise pas des fragrances d'essence. Vous utilisez que du naturel? Que du naturel. C'est-à-dire, on fait des huiles à macérat, des macérats huileux. C'est-à-dire que ce soit huile à la carotte, au jasmin, au truc. Tout ça, c'est des macérats huileux. Donc, macérat huileux, c'est toujours naturel. Il n'y a vraiment aucun problème. D'accord. Et les produits sont chers chez vous? Je dirais c'est à portée de tous parce que nos prix plus élevés sont de 5 000 francs. C'est top. C'est pas de se donner même. C'est plutôt bon. Merci beaucoup, Yo Cosmetics. Estelle, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. On se retrouve tout juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. On est passé au labo car c'est l'heure du sans tabou. Alors les filles, aujourd'hui, la question sans tabou, je dirais que c'est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est moins amour, rapport à la famille, quoique. Non, c'est un rapport avec la famille. Et je pense que ça peut polariser un petit peu. Quoi qu'il en soit, la question c'est, votre enfant commet un crime, donc là on reste un petit peu large, mais crime, d'accord? Le dénoncez-vous? Et alors, comme d'habitude, on a fait le sondage sur les réseaux sociaux. 62% des personnes interrogées ont répondu oui. Je le dénonce, et 32% ont répondu non, je ne le dénonce pas. Réaction, avis? Moi, mon enfant, même, il sait qu'il y a longtemps, il est dénoncé. Ça, c'est pas quelque chose, c'est même pas un débat pour moi. Tu fais quelque chose, que tu sois mon enfant ou mon parent, je te dénonce sans faux fuyant, sans problème. Parce que si je te laisse, je serai en train d'élever un monstre, et puis demain, là, c'est moi, tu vas venir me tuer toi-même. Et ça, mais oui, mais si. Oui, tu penses en cas de crime grave, quel que soit le crime. Quel que soit le crime, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils apprennent. Parce que les enfants, c'est comme ça. Parce que quand tu les gâtes, ils vont aller de mal en pis. Et c'est comme ça qu'ils deviennent les serial killers, les violeurs partout là. Ah non, je te dénonce tout de suite. Alors, moi, j'avoue que c'est vrai que c'est un peu délicat quand il s'agit de son enfant. Après, je ne suis pas maman. Donc, je peux facilement dire oui, que je dénoncerai, parce qu'en tant que maman, mon rôle, c'est d'inculquer des valeurs à mon enfant, c'est de lui montrer le chemin. Donc, s'il commet un crime, que ce soit un vol, un viol ou un meurtre, il doit payer. Il doit payer.
Et si on ne dénonce pas, on ne ferait que... Enfin, les criminels seraient dans la ville sans punition. Il faut que s'il a commis un délit, il paye pour son délit et ressort. Et puis voilà, s'il doit ressortir, sinon s'il doit ressortir. S'il doit ressortir. Moi, je me suis très souvent posé cette question, bizarrement. Pourtant, j'ai pas d'enfant comme toi. Pourquoi ? Parce que, tu sais, je regarde beaucoup de documentaires un peu, tu sais, true crime, là où ils te parlent des histoires un peu aux États-Unis, là, de serial killer et tout. Et souvent, on te donne le témoignage de la mère qui a un peu caché les choses. Et donc, je me demande toujours, est-ce que c'est des personnes qui n'ont aucun sens, aucune valeur, aucun sens du bien et du mal, qui se comportent comme ça, ou est-ce que c'est juste parce que c'est des mères qui ont du mal à accepter, déjà peut-être même à accepter la vérité sur leur enfant ? Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'il y a des personnes qui refusent de voir, non, impossible que mon fils ou ma fille soit capable de faire quelque chose comme ça. Donc il y a le déni aussi. Il y a le déni, mais c'est parce que c'est ce qu'on inculque à nos enfants, là, si on les protège. Et il y a une histoire qui était un serial killer américain qui a fait une lettre à sa maman quand il a été condamné, et je me souviens très bien de ce truc parce que ça m'a marqué, quand le juge lui a dit, bon toi, tu es condamné à combien d'années de prison, il a fait une lettre à sa maman pour dire merci. Merci d'avoir caché mes fautes quand je volais des bonbons. Merci d'avoir dit quand je prenais l'argent de papa, merci de m'avoir couvert. T'as été mon complice. Merci. Voilà, c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Parce que si tu m'avais frappé, si tu m'avais chicoté, tu avais fait tout ce que je voulais. Là. Même juste mis devant mes responsabilités. Ben oui, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Et cette lettre-là, vraiment, c'est resté dans ma tête, quoi. Moi, j'ai dit, moi, je pense que comme toi, il faut pas rigoler avec ces choses-là. Surtout quand on parle, encore une fois, c'est pas comme, oui, ton enfant peut-être fait une petite bêtise à la maison, c'est une chose. Ben oui, faire des choix. Mais je veux dire, à partir du moment où on entre dans le délit ou le crime ou l'infraction, c'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que comme tu dis, ça peut prendre d'autres proportions. Et puis aussi parce qu'il faut juste qu'on soit des personnes de valeur, c'est pas parce que c'est ton enfant. Exactement. C'est pas un être humain qui vit en société et qui doit se comporter les enfants des autres humains ils font. Le problème même c'est que tu protèges ton enfant parce qu'il a commis un crime, mais imagine que l'enfant d'un autre commet un crime et c'est ton enfant à toi qui est victime. Voilà. Est-ce que tu accepterais que l'autre soit protégé par sa maman ou tu te dirais qu'il faut que cet enfant-là soit face à ses responsabilités et qu'il paie pour son crime en fait. Donc faut penser tu penses à ton enfant, ok, mais il faut penser aussi aux victimes. C'est ça. En disant qu'il faut justifier. Mais je pense que le problème pour beaucoup de personnes, c'est aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'accepter le fait que leur enfant soit responsable de quelque chose d'horrible ou de mal, et aussi peut-être parce que quelque part c'est de se retourner vers toi, parce que c'est peut-être que tu as fait quelque chose. T'as pas été à la hauteur, ou tu as failli. Et tout. C'est pas forcément que tu as failli. Alors, mais il y en a qui considèrent, oui, comme une sorte de retour sur eux en fait. Parce que j'ai fait mal, quoi. Il y a un livre de Mawa Bakayoko qui est une Ivoirienne d'ailleurs sous le joug d'un Dangadé, mais ce livre-là c'est une femme qui a. Non, c'est pas sur l'excision. C'est un jeune qui est un Dangadé. Dangadé, c'est un enfant maudit. Mais pour dire que c'est Anjula, en fait. Mais pour dire que c'est une dame qui a vraiment tout fait pour aider son enfant, pour qu'il grandisse normalement et tout. Mais après, l'enfant, il a pris un virage. Mais elle voulait tellement le protéger, elle voulait tout faire. L'enfant a commencé à menacer le papa, il a commencé à menacer les oncles, il a vendu la maison, il a vendu les meubles de la maison. Mais malgré ça, elle essayait quand même de le protéger. Quand l'enfant est parti en prison, parce qu'il avait, je ne sais pas, blessé des personnes, elle s'en va lui donner à manger en prison. Mais tu sais, à la fin du livre, comment c'est fait ? C'est sa mère qui l'a violé. Il a violé sa propre mère et il a failli la tuer. Ouais. Tu vois, pour dire qu'il est gâté, on ne peut rien faire. Et elle n'a pas compris ça. Et aujourd'hui, elle est la propre victime. En fait, il est juste complètement pollué. Et ça commence par les petits, les petites fautes que les enfants. Oui, au début, c'était ça. Il avait volé. Il avait volé quelque chose. On dit non, c'est pas mon enfant, c'est pas lui. Vous mentez sur lui et tout, alors que l'enfant avait vraiment volé. Si tu commences pas à dire à l'enfant non, ça c'est inconcevable. La prochaine fois, je te mets la honte devant tout le quartier et tout. Ben, l'enfant va continuer parce qu'il a la protection de sa maman. Et si vous vivez dans un contexte, dans une société ou dans un environnement où, par exemple, la punition, c'est tout de suite la peine de mort. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, on va me dire qu'il n'y a pas de... Non, si, bien sûr, la mort dans ça reste un dilemme. Je te dis, tu envoies ton enfant au couloir de la mort. S'il y a des lois... Moi, déjà, je suis contre la peine de mort de base. Mais pareil. S'il y a des lois, c'est que cet enfant est informé de ces lois-là. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Il faut qu'il sache que ça, si jamais tu voles ou tu commets un meurtre, etc., il y a la peine de mort qui peut être appliquée à ton cas. Donc, à partir du moment où il sait que librement il prend ses décisions, il les assume. C'est vrai qu'en tant que maman, je serais complètement déchirée de dénoncer mon enfant, parce que, bon, à la fin de la journée, ça reste la chair de ma chair, mais il faut qu'il paye pour son crime. Mais après, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand tu mets un enfant au monde, là, c'est toi qui l'as mis au monde, mais il ne t'appartient pas. Hein.
Non, il appartient. Mais les gens comprennent pas ça. Voilà, les gens ne comprennent pas. Il ne t'appartient pas. Hein. C'est quand il est bébé, il va marcher, c'est là qu'il est le bébé. Mais après, il a son propre raisonnement. Tu mets un enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. C'est ce que les gens disent. Donc, tu peux faire de ton mieux. Un enfant au monde qui est Hitler, par exemple. Et puis, tu peux faire de ton mieux. Tu fais de ton mieux, voilà. C'est ça. Il y a des gens qui naissent avec des problèmes psychologiques, qui deviennent des serial killers. Des fois, même, on prend leur cerveau pour les étudier parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'une personne a pu devenir comme ça. Donc, mais c'est ça, justement, qui fait peur. Parce que tu te dis, mais attends. Mon enfant. Pourquoi il est sorti C'est pas comme ça dans notre famille. Je comprends pas. Et ça, franchement, je vais depuis 1700. Je vais pas vous mentir, moi, c'est un truc. De temps en temps, je prie et je dis, j'espère juste que. Mais il faut prier. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais on ne sait jamais dans la vie. Ça peut arriver, ça arrive. Il faut prier. On n'a pas le. Tu te dis, mais j'espère qu'il va être sain d'esprit, qu'il aura le sens du bien et du mal et qu'il fera pas ce genre de choses. Et le pire, c'est qu'il y a des enfants, même là, tu les bastonnes, tu fais tout, mais malgré ça, ils dérapent quand même. C'est-à-dire que c'est dans son ADN, quoi. C'est dans son. Mon entourage, c'est un enfant qui. Ses parents ont tout fait. Ouais. Mais vraiment tout. Mais c'est resté une tête brûlée. Et là, aujourd'hui, personne ne sait où il vit. Il est un peu livré à lui-même. Il est paria, quoi. Il n'est pas dans la famille. Il y a quand même 32% des personnes qui ont répondu non. C'est pour vous dire que. Je pense pas que ce sont des personnes qui cautionnent les crimes ou les meurtres. C'est l'attachement. Je pense que c'est pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'accepter l'idée de. Les mamans qui sont trop protectrices là, c'est ça. C'est les mamans, parce que les papas ils sont généralement un peu. Mais c'est ces mêmes mamans qui vont protéger leur fils si jamais il va violenter une femme ou tu vas sur sa femme. Tu vois, pour moi c'est la même chose parce que tu devrais être capable de dire ce que tu fais c'est pas bien. Quoi qu'il en soit, bon, on va en rester là, hein, mademoiselle. On a tout dit. On a tout dit. J'espère que vous aussi, vous avez discuté de tout ça, vous avez débattu depuis chez vous sur la question. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur nos pages Facebook et Instagram, donc la nouvelle chaîne ivoirienne, et puis continuez à débattre, même après cette émission. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau. D'ici là, excellente journée.